Merci d'être venu me rejoindre. Avec Caroline, on s'était dit que peut-être pour lancer la table ronde, on pourrait vous demander des réactions par rapport à une étude que l'on a faite, une petite enquête que l'on a fait au début de la journée. Si vous vous rappelez, on a posé 3 questions aux participants en ligne et ici dans la salle pour savoir s'ils ont des repères de consommation d'alcool dans leur pays et leur promotion. Donc, peut-être vous pouvez réagir à ces résultats que je vais vous partager. La plupart des participants, 77 personnes, nous ont dit qu'effectivement, ils avaient des repères par rapport à l'alcool dans leur pays. 14% ne savaient pas s'il y avait des repères dans leur pays ou pas, ce qui m'étonne, et 55% nous ont dit que ces repères euh, faisaient l'objet de promotion quand ils en avaient. Est-ce que vous avez des réactions? Qui veut commencer? Catherine? Oui, je peux commencer. Je voudrais réagir à la façon dont ça a été formulé, parce que j'ai essayé de répondre, mais ça m'a semblé difficile. C'est très intéressant, tout au moins au Canada pour l'instant, 2 ans après la publication de nos repères, de voir comment la promotion est assurée. Ça fonctionne mystérieusement. Vous savez, ça peut arriver dans les environnements cliniques avec les médecins aussi par rapport à des campagnes de promotion. Mais c'est ce qui coûte le plus cher et parfois les budgets sont limités. Par les médias, certainement, ça peut avoir lieu, même si ce n'est pas toujours volontaire, mais maintenant au Canada, tout article dans les médias qui sort par rapport à l'alcool mène naturellement à une discussion par rapport à ses repères, par rapport au sujet qui est en premier plan. Il est très intéressant de voir comme le sujet ressort constamment. Oui, j'ai été aussi très étonnée. Il y a 4% qui suivent les repères parmi les journalistes, mais comme on l'a vu dans notre analyse des médias, c'est parfois la mention des repères qui est le plus courant en termes de promotion. Et oui, je pense qu'il nous faut une institution, il nous faut une liste de tout cela. Et je sais que le Centre pour la politique d'alcool, bon, le nom a peut-être changé, mais c'est un lobby et il blague parce que les chiffres sont différents d'un pays à l'autre. Alors, je ne sais pas, à l'OMS, vous le faites sur la base des pays avec les repères les plus faibles? Peut-être il y a des chercheurs qui s'en occupent, je ne sais pas, ça peut être intéressant à examiner. Quand on parle de la promotion, des repères dans les réseaux sociaux sont maintenant présents partout. Et pour les jeunes, les enfants, il y a aussi les réseaux sociaux qui sont partout présents. Est-ce que ça a changé la façon dont on assure la promotion de ces messages auprès du public? Est-ce que vous avez l'impression que les instituts de santé publique, comme Santé publique France et d'autres, sont au fait des choses et qu'on utilise assez bien ce média pour diffuser les repères? Qu'en pensez-vous? Je pense que oui. Je pense qu'il n'y a pas d'agence de santé publique dans le monde à l'heure actuelle qui ne ferait la promotion d'un sujet sans prendre en compte les réseaux sociaux et sans s'assurer que leurs produits qu'ils développent sont diffusés sur les réseaux sociaux. Mais quelle que soit la qualité de leur message, n'oublions pas que ça va se retrouver dans un océan d'autres promotions qui viennent du secteur commercial. On va être noyé dans tous ces messages contradictoires. Donc, honnêtement, jusqu'à ce que nous ayons une réelle restriction sur le marketing de l'alcool, ça n'a pas beaucoup d'importance si on fait bien ou si on ne fait pas bien. Bon, si, ça a une importance, mais l'effet, en tout cas, est limité en fonction de l'opposition que l'on rencontre. Moi, je ne viens pas du marketing, mais il n'y a pas de campagne sans réseaux sociaux à l'heure actuelle.
Donc, ce n'est pas les réseaux sociaux qui sont à part, non, ils sont avec le reste. Ils sont intégrés, mais peut-être qu'on a des gens dans le public qui peuvent en parler mieux que moi. Émilie, peut-être vouliez nous partager quelque chose? Est-ce qu'on peut entendre Émilie? Émilie, je pense, vous pouvez essayer? Oui, on vous entend. Oui, je voudrais ajouter quelque chose. Comme vous l'avez remarqué, les réseaux sociaux sont une manière centrale de diffuser n'importe quel message de santé publique. Il y a des défis, par contre, notamment en termes de longueur du message que l'on peut utiliser. On sait que la façon dont les publicités sont achetées sur les réseaux sociaux vont avoir un format obligatoire et les gens peuvent ignorer sans regarder la totalité du message. Et il faut vraiment que les informations essentielles arrivent dans les toutes premières secondes, juste avant que les gens n'aient la possibilité de passer et d'ignorer. Donc, je crois que ce format des réseaux sociaux doit vraiment être pris en compte dans nos messages. Si je peux réagir, donc je suis tout à fait d'accord. Je pense que si l'on regarde les campagnes les plus récentes développées par l'OMS, qu'on a vraiment essayé de s'assurer qu'on utilise un langage simple, que tous les messages sont bien compréhensibles, avec seulement quelques mots, dans une langue accessible, pour avoir une approche centrée sur les citoyens, pour que les messages soient bien communiqués. C'est évidemment essentiel si nous voulons avoir une chance d'atteindre les gens. Mais on voit qu'on s'améliore. On a une suggestion de José Miguel, qui est un de nos participants en ligne. Il nous dit, qu'en est-il du rôle modèle des hommes politiques ou des médecins généralistes? Est-ce qu'ils peuvent jouer un rôle dans les campagnes? Est-ce qu'ils ne devraient peut-être pas mieux insister sur le fait qu'il ne faut pas consommer d'alcool? Comment est-ce qu'on peut utiliser nos influenceurs et particulièrement nos médecins généralistes? Ce n'est pas une question simple, apparemment. L'un des défis, c'est est-ce que les hommes politiques sont d'accord avec les messages? Et un des problèmes qu'on a connus au Royaume-Uni, tout au moins au début de cette année-ci, c'est qu'on a eu des gouvernements successifs qui ne soutiennent pas vraiment les interventions de santé publique. Ce type d'intervention peut être plus efficace parce qu'il ne s'agit pas de réglementer le secteur, mais même il faut rallier les citoyens autour de nous, et c'est un obstacle. Ce qu'on a vu avec les généralistes, au moins au Royaume-Uni, c'est qu'ils sont vraiment sous pression et ils n'ont pas le temps, dans leur charge de travail, de poser des questions par rapport au tabac, à la boisson, etc. Pour eux, le temps, c'est de l'argent. Et ça a vraiment été très difficile d'avoir des interventions brèves ou alors des repérages, des dépistages au Royaume-Uni. Et quand on a donné de l'argent aux médecins généralistes, ils l'ont fait. Mais quand le budget a été réduit, donc quand on leur a donné plus d'argent, ils ont continué à faire ce qu'ils faisaient précédemment. Quand on leur retirait l'argent, ils en ont fait moins. Donc, donner de l'argent n'améliore pas les choses, mais retirer l'argent, ça rend la situation plus négative. Je pense qu'au-delà de ce que les généralistes ou les ministres font, ce qui est très important à l'heure actuelle, c'est que la communauté de santé publique soit unie. Et je sais que dans notre quotidien actuel, on passe beaucoup de temps et de ressources à rassembler tous les partenaires, toutes les parties prenantes, pour que quand on parle de l'alcool, quand on parle de leur cause, on n'a pas simplement un petit groupe de personnes qui en parlent, mais tout le monde doit parler d'une seule voix. On doit être en un front uni et c'est clé. On le fait maintenant en lien avec la publication du playbook de politique, avec la campagne de communication. Mais je pense qu'il y a un message là pour nous tous. À chaque fois que nous avons une ressource, un document, un événement,
Nous devons nous améliorer pour rassembler un maximum de personnes parce qu'ensemble, on est plus fort. On a une question en ligne. N'hésitez pas d'ailleurs de poser des questions en ligne d'ailleurs avec la partie questions-réponses. Et bien sûr, on peut aussi prendre des questions dans la salle. On a un micro qui va vous être passé, mais je vais prendre cette question-ci d'abord. Les repères semblent cibler les consommateurs d'alcool, mais on sait que l'impact n'est pas le même sur les groupes socio-économiques de niveau inférieur. Comment est-ce qu'on peut atteindre ceux qui sont le plus à risque des conséquences néfastes? C'est l'un des points les plus délicats et souvent on ne s'en occupe pas dans les débats sur les repères parce que personne ne veut examiner le fait que les gens qui sont dans des circonstances plus difficiles sont plus difficiles à atteindre pour réduire leur consommation. Mais on est très heureux de dire aux femmes de boire moins, mais on est moins heureux de devoir le dire à des gens qui sont plus pauvres de leur dire. Bon, il y a un problème de statut économique ici qui est délicat. Et les gens qui viennent de milieux plus inférieurs ont plus de stress dans leur vie. Ils vivent dans des circonstances où ils ont plus de contraintes et donc nos interventions fonctionnent moins bien avec ces groupes. On a besoin de surintervention pour travailler avec eux. On sait, par exemple, que l'augmentation des prix est plus efficace sur ces groupes en difficulté. Et je soupçonne, en termes d'inégalité, qu'une intervention régulatoire peut avoir un effet sur ces groupes à faible revenu. Mais c'est un argument politique difficile si l'on veut réduire les ravages sur ces groupes en difficulté. Nous avons un représentant ici, John Newton. Nous dit qu'il ne faut pas parler seulement d'alcool, mais plus largement, parce que ces groupes de population ont d'autres problèmes qu'il faut gérer en même temps, pas seulement l'alcool. Oui, il y a aussi les circonstances environnementales. L'environnement dans lequel les citoyens vivent ne doit pas les encourager à acheter de l'alcool non plus. Est-ce qu'on a des questions de la salle? Oui, j'ai vu 2 mains. Ah oui, 3 même. Commençons par vous. Oui, merci. Je suis John Newson, président du conseil scientifique. Donc, merci beaucoup pour cette matinée. J'ai beaucoup apprécié. Et j'ai la même question. Donc, j'avais la même question, donc je vais changer un petit peu. Est-ce que vous avez des preuves de l'impact des repères sur les inégalités sanitaires? Peut-être que ce n'est pas très efficace, effectivement, mais est-ce que vous avez des données qui suggèrent quel est l'impact? Peut-être on peut prendre d'abord les 3 questions et y répondre de façon collégiale. Donc, n'hésitez pas à lever la main si vous voulez interagir. Donc, je vais me représenter, Florence Bertelletti de Rocker. Certains d'entre vous ont mentionné un contexte de ce qui consistait en recherche sur le tabac. Ma question est la suivante. Je pense que si nous commençons de l'hypothèse que l'alcool est un carcinogène numéro 1 comme le tabac, alors l'ensemble du cadre devrait changer. En effet, les messages clés, moins d'alcool, c'est mieux. Peut-être faudrait dire moins d'alcool, c'est mieux, mais rien n'est bon. Ensuite, rien de ce que nous faisons ne va fonctionner si l'on n'implique pas cela dans des politiques générales. Donc, je pense qu'il faut que ce soit intégré dans un appel pour des stratégies exhaustives, et c'est exactement l'appel lancé par l'OMS. Ensuite, je pense que l'éléphant dans la pièce, c'est le fait
que l'on est toujours dans un océan de messages contradictoires, comme Catherine l'a mentionné. Mais en fait, le public est toujours soumis à ces contradictions. Et on a une industrie commerciale qui recherche le profit et qui pousse des messages qui ne sont pas basés sur des données probantes. Donc, et ça ne leur pose pas problème. Donc, ma question pour vous tous, c'est pourquoi est-ce que on ne commence pas à dire que pour l'alcool, moins c'est mieux, mais que rien n'est l'idéal. Ce serait en ligne avec les repères. On en a parlé pour le Canada, qui nous disent qu'en fait, l'idéal, c'est de ne pas boire du tout. Et je pense qu'il faut commencer à passer ce message parce que l'alcool, c'est une cause de cancer numéro 1. À John Storm, nous sommes associés avec le réseau de recherche sur la biodiversité. Et je suis ici pour en apprendre plus sur les expériences que vous faites et le centrage sur les citoyens, ainsi qu'une approche large de changement de comportement. Et je recherche des messages à partager dans le cadre du travail d'une transition juste qui se concentre sur les risques systématiques et la résistance antimicrobienne, COVID-19, grippe, etc. Donc, ce n'est pas vraiment une question, c'est plutôt une suggestion que j'ai à faire. Je pense qu'on devrait écouter davantage les communautés de la santé et ce qu'on peut offrir, à savoir une approche systématique dans l'initiative d'un partenariat sur la biodiversité pour interagir avec vous de façon systémique. Merci. Donc, 3 questions. D'abord, l'effet sur les inégalités et la santé. Ensuite, est-ce qu'il ne nous faudrait pas un slogan qui dise « pas d'alcool, c'est l'idéal » Et je pense que le débat dont vous suggérerez, on en reparlera cet après-midi. Et ensuite, est-ce qu'on ne devrait pas travailler avec d'autres parties de la santé publique qui veulent également des changements comportementaux et comment s'en occuper de façon systématique? Par rapport aux inégalités sociales, ce n'est pas vraiment une réponse, mais il y a une étude que je n'avais pas mise dans mes diapos, mais dont je peux parler. Les gens avec une éducation supérieure boivent plus que ceux qui ont un niveau d'études moyen ou inférieur. Et même chose par rapport aux revenus. Si vous mesurez, si vous regardez les indicateurs que nous avons créés avec les citoyens qui boivent plus, donc à un niveau au-dessus des niveaux moyens, vous voyez que les gens qui ont moins d'argent et un moins haut niveau d'études boivent moins que les repères. Mais ce n'est pas la réponse par rapport à l'efficacité. C'est juste une constatation qu'ils boivent moins. Les preuves de notre étude étaient assez claires par rapport au statut socio-économique. Il y a une grande différence entre le repère par rapport à l'éducation qui n'a pas été comblé. Émilie, est-ce que vous avez des effets par rapport aux sous-groupes dans votre étude? On n'a pas analysé le statut socio-économique dans nos indicateurs, mais bien les consommateurs à haut ou faible risque, donc par rapport au seuil repère. Et on a trouvé des effets assez similaires dans les 3 groupes. Mais non, je n'ai pas connaissance des différences dans le domaine. Et je pense que c'est le cas de nombreuses évaluations. On n'a pas encore regardé les effets en termes d'inégalité. Il faut creuser, je pense. Alors, il y a aussi le risque de mortalité. Donc, la mort de l'alcool est plus grande dans les groupes socio-économiques inférieurs et les soins que reçoivent les personnes qui ont un problème avec l'alcool sont moins efficaces que pour les gens de groupes socio-économiques inférieurs que supérieurs. Alors, si vous voulez bien prendre un micro pour prendre la parole. so that can hear you. Yeah. Thank So you. just on the
Alors, au niveau des preuves disponibles, nous avons travaillé en étroite collaboration avec plusieurs pays, notamment les pays baltes, où nous avons eu la possibilité de regarder ce qu'on appelle une expérience naturelle. Donc, pas quel serait l'impact de recommandations ou de repères de consommation, mais plutôt euh, ce qu'a fait l'OMS. Et donc là, on peut voir effectivement les inégalités une fois qu'on met en œuvre ces politiques. Donc on a regardé vraiment des sujets très pointus, mais les preuves sont très claires par rapport à l'impact quand vous mettez en œuvre donc ces politiques pour réduire les inégalités et toute la valeur que l'on peut en retirer à différents niveaux. Oui, et je vais peut-être revenir un peu sur la troisième question. On sait qu'il y a beaucoup de facteurs pour ces inégalités euh, et il y a parfois ce qu'on appelle la cause de la cause. Donc la structure économique de la société, un mauvais logement, un environnement de vie médiocre, des qualités de vie, de travail médiocres, des problèmes physiques, toutes ces choses en fait qui peuvent jouer dans ces inégalités. Alors bien sûr, il faut s'occuper de l'alcool, du tabagisme, de l'activité physique et de l'alimentation, mais il faut aussi prendre en compte tous ces éléments structurels. Alors, je pourrais revenir peut-être sur la deuxième question qui a été posée par Florence. Comme vous savez, je porte deux casquettes. Je vais d'abord prendre ma casquette canadienne et puis je reviendrai à l'OMS. La raison pour laquelle cette fois-ci, nous n'avons pas cherché des chiffres stricts, mais quelque chose qui était plus qualitatif, comme moins c'est mieux, en fait, c'est revenu une consultation publique et nous avons pu également voir quelles étaient les attitudes des gens par rapport aux repères. Les gens étaient très clairs dans leur message. Nous ne prenons pas de haut, nous sommes grands, nous pouvons prendre nos propres décisions. Je pense qu'ils avaient peut-être un peu peur de ce qu'on pouvait leur dire, mais enfin, donc, en tout cas, ils disaient, c'est à nous de prendre cette décision. Et donc, bien sûr, c'est entré en ligne de compte pour cette campagne qui était plus qualitative dans sa nature. Et puis, par exemple, il y a des guides alimentaires. Et nous ressortons un peu de ces messages quantitatifs pour passer à du plus qualitatif. Et donc, je pense que c'est peut-être le moment de rassembler les pays européens et voir si on peut commencer à avoir une discussion sur ce qui pourrait être un message européen commun par rapport à l'alcool pour des raisons épidémiologiques ou statistiques, modélisation claire d'un pays à l'autre. Évidemment, ce sera toujours un peu différent, mais un message unifié. Nous sommes peut-être prêts maintenant pour au moins en discuter, vu toutes les preuves qui nous dirigent vers, vers le fait qu'il n'y ait pas de niveau de consommation qui soit sûr. Allez-y, allez-y, et puis nous aurons Émilie. Non, 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 Émilie d'abord, les dames d'abord. À vous, Émilie. Ah, mais Émilie est mutée. Ah, voilà. Alors, je pense que l'un des obstacles pour que les gens acceptent ces repères, voire un message un peu plus fort en disant que le mieux, c'est de ne pas boire, c'est de présenter finalement les ravages graves. Je pense que c'est le cas en Australie comme ailleurs. La plupart des gens ne sont pas au courant que l'alcool peut causer à peu près 8 cancers différents, en plus des maladies cardiovasculaires, d'AVC, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a promu notre recherche. Il faut finalement expliquer les risques avant d'avoir une acceptation plus élevée. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors, en ce qui concerne cette question, on va peut-être commencer avec le message moins c'est mieux. Je pense que c'est un message clair.
est-ce qu'il faut avoir un repère ou est-ce qu'il faut y avoir un continuum, etc. Euh, Rien, c'est le mieux. Je pense que c'est vraiment difficile parce que finalement, qu'est-ce qu'on essaye d'avoir? Est-ce qu'on veut arriver à un monde sans tabac et sans alcool? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est vraiment vers ça qu'on veut aller? Ou est-ce qu'on dit oui, effectivement, l'alcool cause beaucoup de problèmes, mais ce n'est pas aussi problématique que le tabac, ce n'est pas aussi addictif que le tabac, par exemple. Donc, ce sont des questions qui sont assez épineuses. Et puis, dans le Addiction Journal, on ne parle pas du rôle du plaisir et c'est le cas également pour le tabac. Alors, je ne connais pas tous les éléments scientifiques, c'est clair, mais les gens retirent du plaisir, en tout cas, ça c'est clair, retirent du plaisir de boire un verre d'alcool. Il y a beaucoup de choses que l'on fait dans la vie sont risquées, mais finalement, on l'accepte parce que il y a cet aspect plaisir. Et l'alcool pourrait tomber dans cette catégorie. Le problème, ce sont les gens qui boivent à beaucoup plus haut niveau. Et donc, est-ce qu'on fait passer ce message? Ne pas boire, c'est le mieux. Est-ce qu'il y a d'autres implications? Je pense que là, il y a vraiment un débat qui va devoir se poser avec l'opinion publique. Je voudrais revenir sur le commentaire d'Émilie en disant que les gens doivent être informés avant de pouvoir promouvoir les repères de consommation. Je pense que c'est toujours la question de l'œuf et la poule ici. Mon expérience a montré que même si l'on répète depuis des années tous les ravages de l'alcool, personne ne nous écoutait jusqu'à ce que l'on présente ce continuum de risque, 2 verres par semaine. Et ils ont pu voir, et cela a peut-être a pu ouvrir les yeux. Ils se sont dit, mais pourquoi ce niveau? Et donc les gens se sont intéressés. Pourquoi? Bien parce que l'alcool provoque le cancer et les gens étaient choqués de l'apprendre. Alors évidemment, après des années de campagne, au niveau des avantages de l'alcool pour le cœur, c'est la première chose que les gens vous disent. Et il n'y a pas forcément une séquence ici, mais vous savez, ça tourne en boucle. Et donc, il y a un moment, il faut rompre la boucle. Je voudrais également revenir sur un point que nous avons abordé lors des présentations, c'est la normalisation. C'est normal, l'alcool fait partie des plaisirs quotidiens, de toutes les fêtes. C'est évidemment poussé par l'industrie. Vous parlez de changer les normes sociales, mais comment peut-on changer les normes sociales? Et s'il y a un message très fort disant que pas d'alcool du tout, c'est le mieux. Et en fait, là, on peut-être on touche un peu à la normalisation. C'est pas si normal que ça, finalement, de boire de l'alcool. Je pense que, on doit être un peu plus fort plutôt que de dire: «Bon, vous savez, 10 verres par semaine, ça va» ou 2 par jour, ça va. Alors qu'on sait que ça a un impact sur nos vies. Comme vous pouvez voir, l'industrie de l'alcool commence à faire, des produits non alcoolisés. Et tout comme, l'industrie du tabac a fait ce genre de produits sans tabac. Et donc je pense qu'il faut peut-être aider cela. Parce que peut-être c'est une nouvelle tendance, peut-être c'est une petite tendance, néanmoins c'est toujours une tendance. Oui, vous avez raison, je pense. Et cette tendance change. On a vu ce déclin de consommation d'alcool. C'est les jeunes aussi. C'est quelque chose qui se voit au Royaume-Uni. Et donc, qu'est-ce que ça signifie pour les normes dans différents aspects de la société quand ces jeunes adultes avancent dans la vie? Dans un pays comme le Royaume-Uni où il y a beaucoup de pubs, eh bien, on voit que les pubs ferment, pas simplement à cause de cela, mais simplement parce que bon, aussi les pubs ne sont plus autant utilisés parce que les gens ne boivent plus autant. Alors il y a beaucoup de politiques, quand on parle de l'alcool, concernent le fait de
dénormaliser l'alcool, le rendre moins attractif, moins attirant. Mais on ne parle pas beaucoup de normalisation sur le fait de ne pas boire d'alcool. Alors, il y a des campagnes comme Dry January, qui est bien connue, ou la tournée minérale en Belgique. Donc, en fait, on se concentre beaucoup sur le fait de dénormaliser le fait de boire. Oui, vous avez raison. Et vraiment, le tournant dans la promotion des repères au Canada, eh bien, il faut le faire des dizaines, des centaines de fois. Et en fait, les journalistes euh, poussaient toujours le fait qu'on retirait quelque chose aux gens. Ça allait être moins abordable, moins accessible. On les empêchait. Et puis, en fait, on a inversé le message. Et puis, en fait, qu'est-ce que l'on vous propose? Qu'est-ce que l'on vous offre? Et c'est un message qui a bien fonctionné aussi, c'est de dire, vous savez, ces repères, finalement, c'est une très bonne nouvelle. Parce que si vous voulez améliorer votre santé, votre bien-être, nous avons une solution simple et rapide pour vous. Diminuez le nombre de verres d'alcool que vous buvez par semaine et tout d'un coup, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Donc, d'une mauvaise nouvelle, on a fait une bonne nouvelle. Meilleur sommeil, plus d'énergie, etc. Et de là est venue toute cette campagne au Canada qui s'appelait Buvez moins, vivez plus. Et donc, c'est plutôt la question de donner un message très positif. Je pense que ce sont tous des messages qui se retrouvent dans le Dry January, dans la tournée minérale au Royaume-Uni. Je sais qu'il y a aussi quelque chose en Australie. Alors, il y a beaucoup de choses dont on peut parler au niveau de la diminution de consommation excessive, mais l'une des choses qui est reprise, c'est que les jeunes s'intéressent à de nouveaux styles de vie, et notamment cette idée de bien-être, d'être bien. On parle beaucoup de publicité d'alcool sur Internet, mais il y a beaucoup qui disent pour votre bien-être, pour un lifestyle différent, ne buvez pas d'alcool, etc. Donc, en fait, il y a différents modes de vie qui sont présentés aux jeunes et dans lesquels l'alcool n'a pas sa place finalement. Et c'est aussi la promotion finalement des boissons non alcoolisées. Alors, je ne sais pas si c'est bien ou c'est pas bien, parce que les boissons non alcoolisées ne sont pas vraiment beaucoup plus saines, mais néanmoins, c'est une tendance que l'on voit, une tendance de changement que l'on peut voir maintenant. Alors, je voudrais maintenant orienter le débat vers les boissons standards. On peut voir que dans la plupart des repères autour du monde, les repères, donc la boisson standard n'est pas la même, 8 grammes au Royaume-Uni, 10 grammes dans beaucoup de pays, 13 grammes, 45 au Canada. Et on peut voir également que ça n'est pas un concept qui est complètement compris par la population. Comment peut-on surmonter cet obstacle? Quelles sont vos réflexions? Alors, avec la croissance de toutes ces brasseries artisanales, vous avez toutes sortes de contenus alcooliques différents. J'ai des amis qui sont concernés, préoccupés par leur santé, mais ils ouvrent une bouteille de bière et ils ne savent pas combien il y a d'alcool là-dedans. Donc, il faut vraiment mettre sur votre emballage cette bière contient 1,6 boisson standard ou 1,2 parce que bien souvent, les gens ouvrent quelque chose en se disant qu'ils ont un seul verre et finalement, ça fait deux. Alors, évidemment, ça n'est pas parfait. Vous savez que une bouteille de vin, vous avez 5 boissons standards, comment divisez-vous la bouteille, etc. Ça n'est pas parfait, bien sûr, mais c'est certainement mieux que rien et les gens ont le droit d'avoir cette information. Pourquoi ne pas fournir ce type d'information? Pourquoi ne pas la leur donner? Ils ont le droit de le savoir.
Oui, clairement, nous voulons l'unité ou de boissons standard. On veut voir ça sur le produit. Mais il y a une autre partie à cela. C'est pas simplement les gens qui font le petit calcul dans leur tête. Il y a une très bonne recherche danoise sur les repères alimentaires où ils disent 6 fruits et légumes par jour. Qu'est-ce que cela montre? Les gens ne s'inquiétaient pas vraiment du chiffre 6, mais plutôt le fait d'avoir un chiffre, à se dire OK, c'est quelque chose de mathématique que vous pouvez contrôler. Et donc, ils ont commencé à établir leurs propres règles. Donc, même si les gens n'adhèrent pas à la recommandation en tant que telle, leur donner l'information, leur donner le sentiment, voilà ce que vous pouvez vous mettre comme objectif, eh bien, c'est quelque chose d'intéressant. Les Britanniques connaissent la campagne 5 fruits et légumes par jour et donc c'est quelque chose qui résonne. Je pense qu'il y a des questions dans le public. Vous pouvez bien sûr donner votre nom. Anna, Public Health Voice. Question au niveau de la consommation d'alcool chez les jeunes. C'est un phénomène intéressant, notamment chez une population qui est très à risque au niveau de l'alcool. Mais ce n'est pas quelque chose qui est venu par les efforts de la santé publique, mais plutôt d'un changement de société. Et ce que l'on peut en tirer comme leçon, particulièrement par rapport à ce qu'on a fait, on avait beaucoup de formations sur l'alcool dans les écoles et pourtant, ce n'est pas ça qui a porté ses fruits. Donc finalement, quel a été le changement culturel chez les jeunes qui est mené par les jeunes, dont nous pouvons apprendre quelque chose et que nous pouvons appliquer aux autres segments de la population? D'accord, merci. Autre question? Merci. Béatrice Louis. Je travaille à Lyon. Je voudrais revenir à la question de la boisson standard ou de l'unité. Le terme de boisson standard, ça doit définir ce que les gens boivent, quelle est la norme actuelle. Donc en fait, aujourd'hui, que contient en termes d'alcool une boisson standard, et puis harmoniser finalement l'alcool qui est contenu, que ce soit proche de 8 ou proche de 13,45 pour le Canada. Et sur cette base, adapter le nombre de boissons, le nombre de verres que les gens peuvent consommer. Par exemple, dans une bière, vous avez 1,3 unités. Ça va commencer à devenir compliqué. Alors, aussi, y a-t-il des questions en ligne? N'hésitez pas, si vous avez des questions en ligne, vous pouvez les indiquer dans le question-réponse. Bonjour, Lorraine Poutin, Standing Comité permanent des médecins européens. Et j'ai une question qui est liée à la première, en fait. Y a-t-il des preuves de campagnes spécifiques qui peuvent être plus efficaces pour les jeunes ou pour les adultes ou pour les personnes âgées? Y a-t-il des méthodes, des vidéos qui finalement résonnent mieux en fonction de l'âge? Merci. Ici, dernière question de Marc et puis nous allons passer aux réponses. Je pense que c'est plutôt une observation sur la question des repères, mais c'est vraiment très intéressant. La discussion est incroyable, les présentations aussi. Pierre a dit plutôt que une ONG financée par l'industrie de l'alcool vous a dit qu'on ne promouvait pas suffisamment les repères. C'est un commentaire assez intéressant, en fait. En fait, l'industrie de l'alcool aime la promotion des lignes directrices, des repères,
particulièrement celles qui ne mentionnent pas le reste. Par exemple, euh, ils vont faire des tweets sur les lignes directrices ou sur les recommandations, mais pas forcément sur les risques. Et donc, je voudrais revenir également sur ce que Catherine a dit. On le voit dans des lignes directrices, des anciens types d'intervention. Donc, c'est juste une observation, mais je pense que c'était vraiment intéressant. Alors, je ne sais pas si vous pouvez, Pierre, développer un peu. D'accord. 3 questions, l'un sur les repères, l'autre sur des campagnes adaptées à l'âge, et puis sur la boisson standard. Alors, en fait, c'est assez facile à comprendre. Si vous avez des repères de consommation faible, vous dites que c'est bien de boire de l'alcool, et c'est l'État qui le dit. Et donc, cette industrie, cette activité commerciale, ça va dans son sens. Il salue ça. Oui, dans une certaine mesure, parce que je peux vous dire qu'au Canada, il n'y a aucune organisation financée par l'industrie de l'alcool ne promeut les nouvelles recommandations. Ils ont toujours les anciennes et ils ne veulent pas promouvoir les nouvelles. Bah oui, bah ils savent pourquoi. Alors, c'est pas quelque chose que l'on voulait faire. Et sûrement pas au Royaume-Uni, mais finalement, leur position est devenue intenable. Donc, ils ont dû le faire. Bah, vous savez, ça fait 2 ans donc, la révision a été publiée et ils tiennent toujours. En fait, maintenant, on a environ 80% des produits qui ont les recommandations. Alors, il y a peut-être des bonnes raisons liées à l'emballage. Pourquoi est-ce que c'est comme ça au Royaume-Uni et pas en France, à votre avis? Bah, je ne sais pas. Y a-t-il eu une collaboration aux différents groupes? Je pense que c'est la réalité. Il y a beaucoup de problèmes avec les partenariats de l'industrie et du gouvernement. L'une des choses, c'est que ils doivent bien faire quelque chose. Et disons que c'est leur partie du deal. Donc, ils se disent, si je fais ça, je ne devrais pas faire ci ou ça. Et donc, c'est pour ça qu'ils font les choses qu'ils font. Bon, ce n'est pas la phrase la plus articulée que j'ai prononcée, dit monsieur. Émilie. Oui, je voudrais ajouter l'expérience australienne. On a donc une agence appelée Drinkwise. Et ils ont donc mis des étiquettes d'avertissement sur tous les emballages d'alcool depuis 10 ans. Mais en fait, quand la santé publique développe des repères, des recommandations, c'est beaucoup plus efficace que un petit logo, une petite recommandation en tout petit sur l'étiquette à l'arrière de la boisson. En fait, je pense qu'il y a un besoin de mettre en œuvre des avertissements plus importants. Et je pense qu'il faut être assez prudent en la matière. Vous voulez réagir, Marc, avant de passer aux campagnes adaptées à l'âge? Au niveau de l'âge, est-ce que vous recommandez différemment les repères aux plus jeunes ou quelles sont les différences ici? En fait, on en revient au statut socio-économique, en fait. À quel groupe pouvez-vous dire de faire les choses différentes? En fait, c'est le cas pour les personnes plus âgées qui tireraient plus d'avantage de boire moins. Les jeunes ont des risques différents, des risques de développement, des risques plus aigus de violence, etc. Et donc, on se concentre davantage sur ces risques à court terme liés à l'état d'ébriété.
Et donc, c'est pas tellement les recommandations en tant que telles, mais plutôt les messages qui sont transmis. Et on ne donne pas des repères différents à différents groupes d'âge, ce qui serait contre-productif. Je pense que est-ce qu'on veut faire entendre votre message avec ou sans controverse politique? Différents repères pour différents groupes d'âge, ça va devenir, assez compliqué au niveau politique à faire passer. Marc, vous aviez une autre question peut-être? Merci, plutôt un commentaire par rapport aux jeunes. Et je me demande si c'est quelque chose que l'on peut apprendre du contrôle du tabac. Informer les jeunes des activités de l'industrie, des campagnes de vérité, par exemple, c'est quelque chose qui a été très efficace au niveau de la sensibilisation des jeunes parce que on n'a pas simplement dit aux jeunes ne fumez pas ça, mais on a parlé des pratiques de manipulation. Et donc, voilà, je me demandais si c'était peut-être une autre piste. Si, il nous semble que cette piste était appropriée. Alors, en fait, ce n'est pas clair. Ce que l'on peut apprendre du fait que les jeunes boivent moins parce que il y a différents complexes, différentes idées macroéconomiques, etc. Mais par contre, par rapport à ce que Marc dit, les jeunes sont bien disposés à entendre ces arguments sur les comportements de l'industrie. Ils croient en l'authenticité, ils croient en l'autonomie, ils croient en l'importance de sa propre santé et en adaptant les messages de sensibilité publique, ou les messages de santé publique plutôt, nous pouvons donc profiter de cette disposition un peu différente. Nous avons donc maintenant une tendance et nous pouvons surfer sur cette vague et leur dire que lorsqu'ils atteindront l'âge de 50 ans, eh bien, ils pourront vraiment récolter des fruits. En fait, c'est un peu le triomphe de l'individualité. Tout le monde est unique, individuel. Qu'en est-il de moi, personnellement moi-même? Et donc, évidemment, ça a ses défis. Mais il y a un moyen d'utiliser cela à notre avantage, notamment les jeunes sur les campus universitaires, ce que l'on a pu voir. Ce sont des jeunes qui se regroupent derrière leur père, qui, pour des raisons personnelles ou religieuses, ont décidé de ne pas consommer d'alcool. Alors, où est-ce que je me positionne par rapport à cela? Donc, les autres se disent, ah, il faut qu'on fasse attention à ce que tout le monde soit inclus. Donc, c'est aussi une manière de promouvoir l'inclusivité. Et pour moi, c'est toujours assez fascinant. Il y a cette histoire d'un administrateur d'une université de Floride qui m'a dit que le bibliothécaire disait, vous savez, il y a quelque chose qui est intéressant. Il y a de plus en plus de personnes dans la bibliothèque tard le soir ou le samedi soir. Il ne faut rien de mal, hein, mais c'est vraiment une tendance assez intéressante. Et en fait, ils sont allés à la bibliothèque, ils ont commencé à parler aux jeunes en disant, mais qu'est-ce que vous faites là? Eh bien, c'est le seul endroit sur le campus où il n'y a pas d'alcool, où on peut se rencontrer l'un l'autre, s'amuser, discuter sans la pression de devoir boire de l'alcool. Et donc, en fait, ils se sont dit qu'il fallait avoir des endroits sûrs pour ceux qui choisissaient de ne pas boire, quelle que soit la raison de cette décision d'ailleurs. Merci Catherine. On arrive maintenant à la toute dernière question. Gérard, vous vouliez poser une question? Gerard Hastings, I'm now a member of the SAB Advisory Council.
Alors, je fais partie du conseil consultatif. Je voulais revenir sur quelque chose que Marc a dit au niveau des leçons apprises du contrôle du tabac par rapport aux jeunes. Mais en fait, tout ça a mené au concept canadien, notamment la dénormalisation de l'alcool et de l'industrie. Donc, on commence par critiquer l'industrie pour ce qu'elle fait. Et pour le tabac, c'est devenu impossible pour les gouvernements de travailler avec les industries du tabac. Ils ne peuvent plus faire cela. Et ils ne veulent plus, même plus parler à l'industrie du tabac. Donc, en fait, cela reflète peut-être quelque chose d'intéressant. Ensuite, aller au-delà du sujet de l'alcool en tant que tel. Je pense qu'ici, on parle du problème du capitalisme et on commence finalement à se saisir de cette énorme perspective. Commencer cette conversation avec les jeunes peut être vraiment intéressante. Et je me demandais quelles étaient les opinions des membres du panel sur cette question. Thanks a lot. Merci beaucoup. Alors, un commentaire très bon et intéressant, mais peut-être qu'on va en parler dans la session après le repas, où on va parler du secteur. Et je pense que c'est là une très bonne suggestion. Alors, si on n'a plus de questions, je vous propose de clôturer la séance. Merci Émilie, Catherine, Pierre, John, Caroline.